Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous rejoindre aujourd'hui pour parler des phénotypes de la BPCO, sujet dont on parle depuis de nombreuses années. Mais je me suis permis de dire que enfin faire du phénotype est probablement utile. Alors j'ai des liens d'intérêt que vous pouvez trouver résumés sur cette diapositive. Depuis toujours, en tant que clinicien, on sait qu'il y a différents phénotypes de BPCO et il ne faut pas être un grand clinicien pour voir que ces patients ont des profils extrêmement différents. Et puis, avec le temps et la progression des connaissances, on s'est bien sûr aperçu qu'il n'y avait pas que le phénotype clinique, mais aussi on pouvait conjuguer cela de manière extrêmement compliquée, et qu'à chaque fois qu'on ajoutait une dimension à la caractérisation des patients, on augmentait la complexité du modèle. Ainsi, si on est parti d'un modèle relativement simple où on avait initialement que deux pathologies, comme l'asthme et la BPCO, on est arrivé au concept d'un syndrome de chevauchement, puis d'un chevauchement sans syndrome que l'on appelle ACO. Lorsqu'on intègre l'imagerie et des données cliniques, on peut rajouter les bronchectasies non mucoviscidosiques qui peuvent être des pathologies autonomes, mais qui peuvent aussi compliquer l'évolution de l'asthme, ou qui peuvent être vues comme un cofacteur ou un phénotype particulier de BPCO. Et plus on avance dans la complexité, plus on va ajouter des données, par exemple d'environnement, des données de microbiome, des données issues de toutes les initiatives omiques, et bien on peut arriver à un nombre de caractéristiques de patients absolument infini. Aussi, le message est d'aller vers quelque chose de pragmatique. Alors, où est-ce que l'on voudrait aller? Eh bien, j'ai repris cette diapositive du Lancet qui montre que là où on voudrait aller, ce serait d'avoir une relation la plus proche possible entre le phénotype clinique et les mécanismes physiopathologiques communs qui déterminent ce phénotype, ce qu'on appelle l'endotype, et que ceci permette de traiter les gens non seulement à partir de leurs symptômes, mais également à partir de biomarqueurs plus efficaces pour prédire l'évolution et ce à quoi le patient devra répondre. Évidemment, tout ça c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on a en pratique clinique au quotidien, lors de nos consultations ou au lit du malade? Eh bien, on a beaucoup moins de renseignements. On a en général un examen et une histoire clinique que l'on sait pouvoir être la plus informative possible, mais l'informativité est parfois relativement limitée. On connaît en général l'histoire de l'exposition telle que le patient veut bien nous la donner, encore que là aussi, ceci fait appel à la mémoire, et on sait par exemple que pour ce qui est du curriculum laboris, c'est souvent relativement modeste. On est capable par contre de manière assez fiable de relever l'histoire des exacerbations et des hospitalisations. On parlera également de la mesure de la fonction respiratoire et surtout de l'évolution de la fonction respiratoire dans le temps. On est capable, dans une certaine mesure, de lister les comorbidités, au minimum celles qui sont connues. On est capable maintenant de bénéficier de l'apport de l'imagerie, encore qu'il y a des limites à cela, et éventuellement d'utiliser des biomarqueurs. Et on va voir comment, à travers ces différentes caractéristiques que l'on pourrait voir comme étant des indices phénotypiques, si ceux-ci peuvent justifier de prise en charge spécifique. Alors on va prendre quelques exemples cliniques pour savoir si on peut faire déjà de la thérapie ciblée et donc une médecine relativement personnalisée dans la prise en charge de la BPCO et quels en sont les succès. Alors on va prendre la première chose, aider un BPCO encore fumeur actif à une cohérence. Vous voyez ici dans l'étude célèbre de Anthony Sen publiée dans le JAMA en 1995, que ceux qui veulent bien arrêter de fumer sur les courbes bleues en haut, eh bien, vont mieux évoluer dans le temps en termes de déclin de la fonction respiratoire que ceux qui continuent à fumer ici en rouge. C'est peut-être trivial, mais c'est largement la peine de le rappeler, et probablement que c'est le premier indice d'une médecine personnalisée dans la BPCO, c'est que le sevrage tabagique chez les tabagiques actifs fonctionne. Pour ce qui est de la toux et de l'expectoration chronique,
c'est un symptôme beaucoup plus difficile à interroger, et actuellement, simplement poser la question de la présence de la très classique bronchite chronique, c'est-à-dire de la toux et de l'expectoration plus de 3 mois pendant les 2 années consécutives, est un symptôme bien maigre encore, et notre capacité à l'explorer de manière plus spécifique justifie certainement de poser des questions un peu plus précises. Dans cette étude, ils avaient utilisé uniquement cette interrogation pour proposer à des patients une étude comparant un placebo à un antagoniste du récepteur de l'EGF récepteur. On sait que ce type de médicament est utile dans certains cancers du poumon avec mutation de l'EGFR. Ici, on s'est intéressé à un antagoniste beaucoup moins puissant et beaucoup moins risqué en termes d'effets secondaires. On sait depuis très longtemps que l'EGF est impliqué dans la sécrétion de mucus, et vous voyez ici sur le graphe de gauche qu'effectivement, quand on utilisait ce traitement, entre ceux qui étaient effectivement traités en haut et ceux qui étaient sous placebo en bas, il y avait bel et bien un blocage de la translocation de l'EGF récepteur dans les cellules sous traitement par rapport au placebo. Et effectivement, cette moindre translocation de l'EGF récepteur après stimulation était impliquée dans une moindre sécrétion de mucus, comme le montre la corrélation présente sur la droite, où l'on voit le changement du volume des vésicules contenant du mucus en ordonnée face au nombre de marquages EGF récepteurs par noyau cellulaire en abscisse. Eh bien, le résultat est affreusement décevant, comme vous le savez certainement. Quand on voit les bénéfices en termes cliniques, par exemple ici sur le VEMS, entre ceux qui étaient sous placebo et ceux qui étaient sous traitement à faible en haut ou à forte dose en bas, il n'y avait non seulement pas d'amélioration du VEMS chez les traités, mais même éventuellement une dégradation. Et quand on regarde le mucus réellement sur les bras traités par rapport aux bras placebo, il n'y avait pas de différence significative. C'est-à-dire que lorsqu'on a sélectionné ces patients uniquement sur cette question-là, on n'a pas eu de bénéfice clinique. Ceci a été également reproduit dans le passé par l'étude avec la N-acétylcystéine qui était utilisée chez les patients ayant une bronchite chronique. Et là encore, il n'y avait pas de différence sur, par exemple, le déclin du VEMS ou les exacerbations de la maladie. Par contre, si l'on s'intéresse à un autre critère clinique très facilement accessible qui est la dénutrition, eh bien on peut y arriver. Si on prend la donnée sur la dénutrition dans la BPCO, on sait que les patients qui ont un faible poids, un faible indice de masse corporelle, c'est un critère pronostic de mortalité indépendant, que ce soit en lien direct avec la BPCO avec un odds ratio à 3,2, ou bien si on regarde sur la mortalité globale à 1,8, et si on intéresse à la dénutrition en particulier musculaire, on voit que c'est également un facteur de risque indépendant de mortalité, y compris chez les patients ayant un indice de masse corporelle normal, c'est-à-dire qu'on est sur la sélectivité de la dénutrition, en particulier musculaire. Et dans l'étude menée par Christophe Pison à Grenoble sur une prise en charge multimodale comprenant des mesures nutritionnelles, eh bien il y avait un bénéfice très notable à une réhabilitation avec réhabilitation nutritionnelle en termes de survie par rapport à la prise en charge conventionnelle. Donc là, voici un phénotype facilement identifiable où une prise en charge spécifique se justifie. On peut maintenant passer à des exemples anatomiques plus convaincants peut-être. On sait que au sein de l'hétérogénéité de la maladie intitulée BPCO, il y a une hétérogénéité anatomique majeure et celle-ci est appréciable par la tomodensitométrie thoracique. On retrouve sur l'image A des exemples de lésions élémentaires que l'on peut retrouver en scanner et qui correspondent à des lésions d'emphysème différentes. Vous voyez par exemple de l'emphysème centrolobulaire très léger, modéré ou sévère, des exemples d'emphysème panlobulaire et des exemples d'emphysème sous-pleural.
et ceci avait déjà été vu, qu'on pouvait cartographier ces lésions à l'aide de logiciels qui analysent ces lésions élémentaires à très haut débit, et ce type de cartographie permet d'identifier des patients avec différents phénotypes tomodensitométriques de BPCO. Et ils avaient pu montrer que ceci était très variablement répartis en fonction des stades de la maladie. Et vous pouvez voir par exemple ici sur le panel de gauche qu'en fonction des stades de Gold fondés sur le VEMS, que les lésions d'emphysème se répartissent de manière très différente et pas seulement en fonction de la sévérité du VEMS. Si on prend par exemple les lésions d'emphysème en rose sévère, on peut en retrouver aussi chez les patients n'ayant aucune anomalie du VEMS. C'est juste un exemple. On peut aussi cartographier les gens non seulement en fonction de leur lésion d'emphysème centrolobulaire, ce qui est relativement classique, mais aussi en fonction de leur atteinte vasculaire par exemple. Et dans cette étude qui est issue de la même cohorte de patients, qui est la cohorte COPD Gene américaine, ils ont pu reconstruire l'arbre vasculaire pulmonaire des patients et analyser les vaisseaux totaux et les petits vaisseaux et mettre ça en perspective en fonction des lésions d'emphysème. Et ce qu'il montre ici rapporté est que le nombre de petits vaisseaux dans le poumon diminue, et en particulier dans le lobe inférieur droit, chez les patients souffrant d'une BPCO sévère certainement, mais de manière assez faible si vous le comparez entre Gold 4 ici déterminé par le VEMS par rapport à Gold 1. Mais par contre, ceci est très notable qu'il y a des patients avec des atteintes vasculaires très marquées. Il y a une grande hétérogénéité là-dessus, y compris une hétérogénéité régionale. Et ce modèle d'anomalie vasculaire peut être mis en relation avec des items cliniques. Ce qui est vraiment très marquant dans cette étude, c'est que ils sont capables de prédire la DLCO, l'oxygène, la saturation, pulmonaire, la saturation percutanée en oxygène, mais également la désaturation à l'effort, la distance parcourue au test de marche de 6 minutes, la qualité de vie ou l'indice de pronostic multifactoriel BOD, avec une très très puissante significativité statistique, ce qui signifie bien que ces phénotypes vasculaires ont un sens clinique particulier. Alors on n'est pas encore capable d'utiliser le phénotype vasculaire en pratique clinique, mais par contre on peut utiliser la répartition de l'emphysème. On va prendre l'exemple par exemple de la réduction endoscopique avec les valves. Sur la gauche vous retrouvez l'essai VENT publié en 2010 qui montrait un bénéfice à l'utilisation de valves relativement décevant, puisqu'entre les patients qui n'en bénéficiaient pas, ils étaient un peu plus de 100, et ceux qui bénéficiaient des valves, il y en avait 220. Le bénéfice sur le VEMS était très modeste, de l'ordre de 6% de VEMS, soit 60 millilitres, ou en pratique, une distance parcourue au test de marche de l'ordre de 19 mètres de bénéfice, qui est vraiment très modeste. Par contre, ce que l'on pouvait voir dans les analyses de sous-groupes, c'est que le bénéfice devenait bien plus significatif avec un emphysème plus hétérogène, comme le montre le panel de droite, hétérogénéité de l'emphysème jugée sur le scanner. En peaufinant la technique, ils se sont aperçus qu'il y avait aussi potentiellement un problème de ventilation collatérale, c'est-à-dire que le lobe traité pouvait être réalimenté par d'autres lobes, comme par exemple à droite le lobe moyen, et un système endoscopique est développé pour savoir s'il existe ou non une ventilation collatérale et si le patient est éligible. Vous voyez par exemple sur la gauche de la diapositive une information qu'il n'y a pas de ventilation collatérale mesurée pendant l'endoscopie alors qu'il y en a à droite. Et est-ce que cela fonctionne? Cela justifie aussi une analyse tomodensitométrique très sérieuse pour savoir quelle est l'intensité de l'hétérogénéité de l'emphysème, pour savoir quel est le lobe à traiter, le lobe supérieur, le lobe inférieur, selon l'algorithme ici présent. Et ça marche, puisque effectivement, chez les patients que l'on traite, eh bien, on va gagner
comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, rapporté dans la revue américaine au mois de septembre, avec notre collègue et ami Charles-Hugo Marquette à Nice comme dernier auteur. On peut gagner jusqu'à 29% de VEMS entre le bras traité et le bras non traité. Un volume résiduel qui diminue de plus de 600 millilitres, quasiment 700 millilitres dans le bras traité, et un bénéfice au test de marche de 36 mètres, alors que les patients non traités se sont dégradés de 42 mètres, c'est-à-dire un bénéfice de l'ordre de 79 mètres en relatif. On gagne 1,8 points d'index pronostic BOD, c'est-à-dire qu'on dépasse largement la significativité et on peut penser raisonnablement qu'on commence à toucher des patients au sens de leur vécu de maladie. Ça marche d'autant mieux cette identification de patients par un système endoscopique et leur scanner, c'est-à-dire qu'on va déjà loin dans le phénotype anatomique, puisque si on regarde à 3 mois ou à 6 mois sur le VEMS, on voit que les patients estimés répondeurs en bleu avaient des résultats bien meilleurs, voire au début de la significativité, c'est-à-dire au-dessus des pointillés, sur le VEMS, sur les panels de gauche, ou bien chez les patients traités par rapport, pardonnez-moi, à ceux qui n'ont pas été traités à droite. Vous voyez que la prédiction de l'efficacité est quand même relativement bonne. Il n'y a pas de patients ayant un trait noir, c'est-à-dire considérés non éligibles, qui viennent sur la droite des diapositives. Si on prend une autre méthode de réduction endoscopique d'emphysème, par exemple avec des coils, j'ai repris ici les critères d'inclusion que l'on avait rapportés dans la publication relative au stick Révolins. Eh bien, vous voyez qu'avant d'entrer dans cette étude, pour bénéficier de ce type de prise en charge, il fallait un emphysème bilatéral, un VEMS à moins de 50%, un volume résiduel à 220% et une réhabilitation pulmonaire dans les 12 derniers mois, chez des patients ayant arrêté de fumer depuis au minimum 12 mois. C'est-à-dire qu'il fallait que ce soit des patients qui soient vraiment pris en charge de manière optimale avant de rentrer dans cette étude, mais aussi qui avaient des critères étomnocytométriques et fonctionnels. Et quand on analyse avec acuité quels étaient les patients répondeurs, quels étaient les patients non répondeurs, quelles sont les différences entre notre étude française et l'étude américaine par exemple, on s'aperçoit qu'il y a aussi d'autres critères qu'il faut prendre en compte, comme par exemple, sans doute, cela reste des hypothèses, mais a priori, au moins l'indice de masse corporelle, et probablement que si le volume résiduel n'est pas très élevé, les patients ne sont pas de très bons candidats. Est-ce que pour la fonction respiratoire, on peut aussi utiliser cet indice pour choisir des thérapeutiques spécifiques? Eh bien, ceci est encore beaucoup plus incertain. C'est d'autant plus incertain que depuis de nombreuses années, les études Uplift et Torch nous avaient montré que finalement, les médicaments que l'on utilise n'arrivait pas à interférer avec l'histoire naturelle de maladie, et c'est-à-dire en particulier avec le déclin du VEMS. J'ai juste repris ici celle d'Uplift avec un anticholinergique de longue durée d'action, que personne ne m'en veuille, j'aurais pu prendre l'autre étude également. C'est exactement la même. Le but est de montrer qu'on a amélioré les patients en améliorant leur VEMS pré- et post-bronchodilatateurs, mais les pentes sont exactement les mêmes, ce qui veut dire qu'on est sur des cinétiques de maladies non différentes. Si on regarde le déclin moyen de la fonction respiratoire dans des cohortes de très nombreux patients sur une très longue durée, on s'aperçoit finalement de manière assez surprenante que le déclin moyen de la fonction respiratoire dans la BPCO est de l'ordre de 33 millilitres par an, et ce déclin annualisé est très proche de la population générale finalement. Et ce qu'on voit bien sur ce graphe, c'est qu'il y a des patients qui peuvent décliner de plus de 100 millilitres, voire 150 millilitres sur la gauche de l'histogramme, mais il y en a aussi qui peuvent gagner, et ça c'est plutôt une découverte liée à cette maladie. On a de plus découvert qu'il pouvait y avoir des biomarqueurs associés à ce déclin, et dans cette même étude du New England Journal of Medicine, c'était la protéine CC16 qui était la plus prédictive de ce déclin. D'autres auteurs se sont donc saisis de cette opportunité pour évaluer
quel pouvait être le bénéfice à doser ce biomarqueur très tôt dans la vie, et s'il pouvait prédire quelle serait l'évolution de la fonction respiratoire. Et ce qui est intéressant, en méta-analysant 3 cohortes, c'est qu'ils ont vu que, en fonction des taux de cette protéine circulante dans le sang, dosée précocement dans la vie, ils étaient capables de prédire non pas le VEMS quand les gens seraient plus âgés vers l'âge de 25 ans, mais le déclin de ce VEMS, c'est-à-dire des pentes. Et on voit là qu'il y a une hétérogénéité de pentes, c'est finalement relativement attendu. Ils ont donc montré, c'est une autre manière de le visualiser, que lorsqu'on dose cette protéine à l'âge de 4 à 6 ans et qu'on a un taux très faible, on est dans le tiers inférieur des dosages, le tiers-tile inférieur, eh bien on a un déclin de la fonction respiratoire plus important à l'âge de entre 8 et 16 ans que lorsqu'on avait des taux moyens ou élevés. Et on a pu ensuite suivre des cohortes de patients souffrant de BPCO, et quelle ne fut pas la surprise de voir que le fameux diagramme de Fletcher était finalement probablement juste dans un certain nombre de cas, mais faux dans la majorité. Si on regarde dans cette étude, qui a pu permettre de construire ces courbes, et seules les données en très plein sont celles qui ont vraiment été mesurées, les pointillés sont extrapolés, eh bien on peut voir qu'il y a 2 scénarios principaux. Des gens qui vont avoir un capital souffle à l'âge de 20 ans normal, ce sont les patients qui sont en haut, les cas numéro 1 et 3, et des gens qui vont avoir un capital souffle anormal dès l'âge de 20 ans, probablement par une croissance pulmonaire incomplète pendant l'adolescence, voire même plus tôt dans la vie, et peut-être même dès la naissance. Et le scénario du déclin accéléré de la fonction respiratoire peut affecter les patients ayant un capital souffle normal à l'âge de 20 ans, c'est la courbe bleue, ou bien affecter les patients n'ayant pas un capital souffle normal à l'âge de 20 ans, c'est la courbe grise. Et ces 2 scénarios sont évidemment les plus péjoratifs et vont déterminer la BPCO dans la vie. Vous noterez que ce n'est absolument pas le cas le plus fréquent, puisque le cas fonction respiratoire normale à l'âge de 20 ans et déclin accéléré est en fait le scénario le moins plausible à partir du moment où on a pu mesurer ce souffle chez des patients fumeurs. Au total, si on doit retenir un message de cela, eh bien, si on s'intéresse au déclin, il ne faut s'intéresser qu'au déclineur. Et ce n'est pas le scénario le plus fréquent. Et peut-être ceci permettra alors d'avoir des études s'intéressant réellement à notre capacité à interférer avec le déclin. Pour ce qui est du type d'inflammation, on a été très frustré pendant des années de ne pas avoir de biomarqueurs nous disant quel était le mécanisme en cause dans l'inflammation de la bronchopathie chronique obstructive. En Angleterre, l'équipe de Chris Breitling, Ian Pavord et Mona Bafadel ont une grande culture depuis Freddie Hargreaves sur l'exploration de l'inflammation des voies aériennes. Et finalement, avec le temps, ils se sont aperçus qu'il était assez simple d'avoir une idée d'une inflammation éosinophilique dans les bronches, même juste en dosant l'éosinophilie circulante sanguine. Bien sûr, ce n'est pas parfait, mais c'est un critère facilement accessible et non invasif et donc accessible même chez des patients en exacerbation. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris en charge des patients en fonction de leur taux d'éosinophile dans le sang, avec une valeur seuil de 2%. Et dans ces études, ils ont randomisé les patients soit pour recevoir une corticothérapie par voie générale à 0,5 mg par kilo, soit ne pas en recevoir. Et ils ont testé le risque d'échec du traitement, c'était en l'occurrence une réadmission, en fonction de l'éosinophilie circulante. Pour tout dire, au début de cette étude, il y avait un bras où le biomarqueur était connu et l'autre où le biomarqueur n'était pas connu. Peu importe, ici on présente les résultats de la méta-analyse de toutes ces études qu'ils ont pu conduire à Leicester, et le résultat est assez clair. Lorsqu'il n'y a pas de cortisone chez des patients n'ayant pas d'éosinophile, c'est la colonne la plus à gauche, eh bien il y avait 20% d'échec du traitement. Si on se met la colonne la plus à droite, chez les patients qui avaient des éosinophiles à plus de 2% et qui ont reçu de la cortisone, on avait 11% d'échec de traitement seulement.
Par contre, dans le scénario le plus défavorable, c'est-à-dire éosinophile sanguin à plus de 2% et pas de prednisone, eh bien il y avait 66% d'échecs de traitement. À l'inverse, chez les patients ayant reçu de la cortisone mais n'ayant pas d'éosinophile circulant, il y avait 26% d'échecs du traitement. Mais par contre, si on va à l'intérieur des études, on sait aussi que ces patients avaient plus d'effets secondaires, par exemple du diabète, et un score visuel analogique d'amélioration des symptômes plutôt retardé, c'est-à-dire globalement un traitement plutôt défavorable. Et donc on en est actuellement à se poser la question de l'intérêt de doser l'éosinophilie circulante à l'entrée dans une exacerbation chez des patients pris en charge dans ces études en ambulatoire en général, mais aussi est-ce qu'on peut extrapoler ça aux patients hospitalisés. Toujours est-il que ceci a été assez intéressant de penser que cela pouvait aussi expliquer quels étaient les patients BPCO devant recevoir des corticoïdes inhalés. On a ici une analyse post-étude de la réponse aux corticoïdes inhalés par rapport aux bronchodilatateurs chez des patients BPCO, et on voit que la réduction des exacerbations chez des patients BPCO éosinophiliques, par exemple si on prend la colonne la plus à droite, avec plus de 280 éosinophiles dans le sang par millimètre cube, était bien plus importante avec un corticoïde inhalé, puisque les patients n'avaient plus que 0,75 exacerbations par patient chez les éosinophiliques, contre 1,39 chez les patients traités par bronchodilatateurs seuls, et ceci était vrai à partir d'un seuil de 180 éosinophiles environ. Donc on a l'impression que, à partir de cette étude, que ce sont effectivement les BPCO avec des éosinophiles qui devaient recevoir des corticoïdes inhalés. Les choses ne sont pas toujours aussi simples, et l'élégance de l'étude Wisdom ici présentée est là pour nous le rappeler. Dans cette étude, les patients étaient sevrés du corticoïde inhalé en double aveugle, et potentiellement l'hypothèse était donc que ceux qui ne recevaient plus de corticoïdes inhalés devaient faire des exacerbations par rapport à ceux qui le continuaient. Je le rappelle, tout ceci se faisant en aveugle, les patients ne pouvaient pas savoir s'ils continuaient à prendre uniquement des bronchodilatateurs, un ou des bronchodilatateurs, ou s'ils recevaient encore un corticoïde inhalé. Et la réponse fut vraiment surprenante, puisqu'il n'y a aucune modification en termes d'exacerbation. Cette étude est maintenant bien connue et intéressante à analyser dans sa globalité, mais il y a eu une analyse post-hoc des patients chez lesquels effectivement il ne s'est rien passé et des patients chez lesquels il y a eu un échec. Et qu'est-ce que l'on voit sur cette analyse de sous-groupe en fonction de l'éosinophilie à l'entrée dans l'étude? Eh bien, on voit que si au total, effectivement comme prévu, il n'y avait pas de modification significative des exacerbations chez tous les patients, c'est la ligne tout en haut, marquée total, 2296 patients. On voit si on coupe les patients, la population en fonction d'un taux d'éosinophile inférieur ou supérieur à 150 éosinophiles, qu'il n'y a toujours pas de différence. Par contre, à partir d'un seuil de 300, et c'est encore plus vrai à 400, eh bien on voit que tout d'un coup, ceux qui ont été en échec, c'est-à-dire que lorsqu'il y a eu sevrage en corticoïdes inhalés, le risque de faire des exacerbations augmentait, eh bien c'était les patients avec donc plus de 300 et a fortiori encore plus vrai, plus de 400 éosinophiles dans le sang à l'entrée dans l'étude. Ceci a pu être confirmé dans une autre étude avec d'autres bronchodilatateurs et corticoïdes inhalés. On voit ici que lorsque l'éosinophilie circulante était supérieure à 2%, et encore plus vrai à 4 voire à 6%, le bénéfice sur les exacerbations était plus marqué chez les patients recevant un corticoïde inhalé en association à leur bronchodilatateur, en bleu, par rapport à ceux qui ne recevaient qu'un bronchodilatateur, en rose. Ceci a permis de proposer un tel diagramme du rapport bénéfice-risque entre les corticoïdes inhalés et l'éosinophilie circulante chez les patients souffrant de BPCO. Et on voit que lorsqu'il y a beaucoup d'éosinophiles, a priori, on est plutôt dans le vert, c'est-à-dire avec plutôt des bénéfices dans la réduction des exacerbations. Par contre, dans la zone dite 1, c'est-à-dire la plus à gauche, il y aurait potentiellement des risques qui deviendraient supérieurs. Tout n'est jamais aussi simple, et si on prend une analyse post-hoc
d'une autre grande étude ayant comparé une stratégie avec une double bronchodilatation par rapport à une association fixe corticoïde inhalé bêta-2 de longue durée d'action. On voit ici que quelle que soit l'analyse en sous-groupe, que ce soit en fonction d'un taux d'éosinophiles dans le sang à 2%, à 3% ou à 5% même, c'est-à-dire avec beaucoup de spécificité, on voit qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de supériorité à proposer un corticoïde inhalé chez les patients avec plus de 5%. Et lorsqu'on exprime cela en fonction du nombre de cellules, il n'y avait pas de significativité non plus avec un seuil de 300 cellules par microlitre. Ainsi, on peut dire que ce débat n'est absolument pas réglé et que la complexité règne dans la compréhension qu'on peut avoir du rôle de biomarqueur que jouent les éosinophilies circulantes dans la prédiction des bénéfices à l'adjonction d'un corticoïde inhalé dans l'arsenal thérapeutique de la prise en charge médicamenteuse de la BPCO avec exacerbation. Pourtant, on a bien l'impression qu'il y a un signal, et ici il y a une démonstration assez maigre mais significative. Il s'agit d'une étude plutôt preuve de concept de l'intérêt de bloquer l'éosinophilie dans la BPCO également. Ici, avec un anticorps monoclonal anti-interleukine 5, on voit que lorsqu'on traite les patients uniquement éosinophiliques, il y a une réduction significative du risque de faire une exacerbation sur une année lorsqu'on reçoit un anticorps anti-IL5 par rapport à un placebo chez des patients éosinophiliques. C'est le panel en haut à gauche. Tandis que si on prend des patients tout venant, éosinophiliques ou non, il n'y a plus de différence avec le placebo. Et on retrouve en bas une analyse groupée montrant que les bénéfices de l'anticorps monoclonal anti-interleukine 5 augmentent probablement. On est à la limite de la significativité, mais on n'est pas toujours à la significativité, voire on y est rarement, avec l'augmentation de l'éosinophilie ou éventuellement avec une documentation d'une éosinophilie dans le passé. Bien sûr, on n'est pas encore dans une démonstration parfaite et on ne peut pas dire qu'on soit là avec une étude très convaincante sur le bénéfice de ce médicament dans la BPCO, ce d'autant qu'il y avait une deuxième étude accolée qui était non significative, mais par contre on a un signal avec une belle relation dose-effet qui potentiellement justifie de continuer à étudier cette idée, et je crois moi, en tout cas l'illustration que j'en vois ici, c'est que potentiellement il y a un intérêt à faire dans le phénotype un dosage des éosinophiles pour potentiellement s'informer d'un phénotype particulier qui justifiera peut-être à terme d'une prise en charge spécifique. Pour ce qui est des exacerbations, je crois aussi que c'est une bonne illustration de comment les phénotypes de BPCO sont enfin utiles. Pour enfoncer une porte ouverte, il est logique de dire que si le patient ne fait aucune exacerbation, donner un traitement dont le principal objectif sera d'en réduire la fréquence est relativement peu approprié. On sait depuis cette étude publiée dans New England Journal of Medicine en l'an 2000 que chez les patients faisant zéro exacerbation à l'entrée, c'est-à-dire, vous voyez sur la gauche de ce panel, environ 50% de la population de BPCO, eh bien, ils étaient, pour ceux qui n'en faisaient donc aucune, c'est le trait en beige, ils étaient alors 70% l'année suivante et toujours 70 voire 80% la troisième année à en faire zéro. Ceux qui changent de bras, c'est-à-dire ceux qui faisaient zéro exacerbation à l'entrée et qui se sont mis à faire une voire deux exacerbations ou plus les années suivantes, sont extrêmement minoritaires, de l'ordre de 2% de la population initiale. A l'inverse, pour ceux qui en faisaient deux exacerbations ou plus pendant la première année, c'est le cadre rouge sur la gauche, eh bien lorsqu'on descend dans l'évolution des années, eh bien on voit que chez ces patients-là, ils continuaient à faire des exacerbations fréquentes, 60% continuent à en faire deux ou plus la deuxième année et 70% continuent à en faire deux ou plus la troisième année. C'est-à-dire qu'au total, si on analyse l'évolution globale, 74% des patients à zéro exacerbation au début continuaient à en faire zéro à la fin, et 71% des patients qui faisaient deux exacerbations ou plus continuaient à en faire deux ou plus à la fin. Donc on a l'impression que c'est réellement une caractéristique phénotypique relativement significative, pas parfaite bien sûr, les scénarios peuvent varier dans le temps, mais on a l'impression que ça a un sens
et que les études visant à réduire la fréquence d'exacerbation ne devraient inclure que des patients ayant ce phénotype. Alors, est-ce que ça marche? Quand on fait cela, eh bien pourquoi pas. Voilà juste un exemple de l'adjonction des macrolides dans les exacerbations de BPCO faisant des exacerbations fréquentes, ce qui était le critère d'inclusion dans cette étude, où il fallait en faire au moins 2 par an, et avoir un fort risque d'en refaire. Eh bien voici ici les bénéfices de l'azithromycine par rapport au placebo sur le temps sans faire d'exacerbation au cours du suivi sur une année. Eh bien vous voyez que l'azithromycine était bénéfique sur ce critère. Attention, ce n'était pas idéal, puisque la réduction des exacerbations n'était que de 17%, c'est pas énorme, ça veut dire qu'il fallait, pour avoir un bénéfice, traiter 3 patients pour avoir un qui répondent, une qualité de vie qui ne s'améliorait que médiocrement, en tout cas en dessous de la différence jugée cliniquement significative, et avec des effets secondaires pas forcément nuls, puisqu'il y avait un peu plus d'incidence de résistance aux macrolides dans la flore microbienne. Donc je ne dis pas que c'était nécessaire, il y avait en plus un peu d'effets secondaires sur le plan oculaire. Ce qui m'intéresse ici, c'est de dire que lorsqu'on trie une population à partir d'une caractéristique phénotypique et qu'on dit c'est un patient qui doit répondre sur cette manière, eh bien potentiellement la thérapeutique qui est dédiée à cela peut être logique. On voit ici d'autres critères liés à cette étude sur les hospitalisations par exemple, ou bien les visites aux urgences, ou bien l'intubation. On voit que on n'avait pas de significativité majeure, mais tout de même des visites non programmées moins fréquentes dans le bras traité que dans le bras placebo, avec une réduction de l'ordre de 15%. Les recommandations françaises ont donc essayé de tenir compte de ces données, et vous voyez ici c'est une illustration de ces recommandations françaises qui ont ce mérite, avec les limites et les complexités qui sont liées aux différentes réglementations, AMM et autres, mais vous voyez que la prise en charge de la BPCO commence à ressembler à quelque chose de personnalisé en fonction également des symptômes, des exacerbations et de la fonction respiratoire. On peut toujours trouver que c'est insuffisant, mais c'est déjà extrêmement intéressant d'avoir avancé dans ce sens. Pour conclure, j'aurais tendance à dire que tout n'est pas encore réglé, mais lorsqu'on a un patient face à soi en pratique, en consultation, on a déjà des manières de prendre en charge les gens en fonction de leur histoire clinique, en fonction de leur exposition, qu'elle soit tabagique ou non, en fonction de leur histoire d'exacerbation ou d'hospitalisation, et ça certainement que c'est déjà un bénéfice important. En fonction du déclin du VEMS notamment, eh bien je crois pas encore, je crois que nous n'avons pas encore été capables réellement de décider d'un design d'études uniquement chez les déclineurs, mais je crois que ce sera vraiment un effort important. En fonction de la liste des comorbidités, j'en ai peu parlé aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas parler de tout, mais potentiellement il n'est pas encore très très clair dans quelle mesure la prise en charge des comorbidités impactera l'histoire naturelle de la maladie, ici la maladie traceuse, la BPCO. En fonction de l'anatomie, en particulier explorée par l'imagerie, eh bien oui, je crois qu'on a montré qu'il était maintenant possible de prendre en charge spécifiquement des patients en fonction de ce qu'ils présentent comme type d'anomalie anatomique. Pour ce qui est des biomarqueurs, j'ai plus parlé des éosinophiles aujourd'hui, mais parce que c'est ce qui fait l'actualité. Mais je crois là qu'on est encore dans une zone de recherche, une zone qui n'est pas encore complètement tranchée, à la lumière des études discordantes sur le sujet et à la lumière d'un bénéfice des anticorps monoclonaux bloquant l'interleukine 5 qui ne sont pas encore du niveau suffisant pour définitivement convaincre tout le monde, je crois. Alors est-ce que l'avenir sera, comme ça avait été proposé dans cette publication de Alvar Agusti, où on prendra en charge les gens en fonction uniquement de leurs traits caractéristiques et de ce qu'il est possible de faire? Eh bien, je ne sais pas encore, c'est peut-être un début d'approche, mais vous voyez que par exemple, ils avaient eu l'idée de dire que lorsque les patients avaient, par exemple, surtout de la limitation de la voie aérienne, ce qui faisait appel à certaines
anomalies explorables, comme par exemple, vous voyez, l'œdème dans la muqueuse qui était accessible par exemple avec un scanner, ou certaines études fonctionnelles, c'était plutôt une indication à donner des corticoïdes inhalés, que lorsqu'il y avait une hyperréactivité bronchique, peut-être ceci était plutôt le terrain pour les bronchodilatateurs, que lorsqu'il y avait des symptômes de toux et d'expectoration, c'était plutôt un traitement de premier choix, le sevrage tabagique, que lorsqu'il y avait une colonisation bactérienne, c'était plutôt le choix des antibiotiques, etc., etc. On en vient un peu sur la fin, et c'est peut-être une manière un peu idiote de se moquer, de dire que lorsqu'il manque de l'oxygène, il suffit d'en donner, ou que lorsqu'il y a du gaz carbonique, il suffit de tout faire pour l'évacuer. Mais c'est une manière en tout cas intéressante de dire qu'on n'est plus forcément obligé d'appliquer le même traitement à tous, et qu'on peut commencer à démanteler la maladie en fonction de caractéristiques phénotypiques. Et on peut donc penser que faire des phénotypes, c'est enfin utile. Merci beaucoup.